Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Magic Mouse Paris. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un des personnages les plus fascinants, les plus controversés et les plus influents de l'industrie du divertissement. Je veux parler de Michael Eisner. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars! Imaginez un homme qui, en arrivant chez Disney en 1984, trouve une entreprise en perte des vitesses, presque prête à être dépecée par des raiders. 21 ans plus tard, quand il part, Disney est devenu un empire mondial. Animation ressuscitée, parc qui explose, studio qui cartonne et une valeur boursière multipliée par plus de 30. Mais derrière les triomphes, il y a aussi des guerres internes, des licenciements chocs, des procès à millions et une sortie plutôt amère. C'est l'histoire de Michael Damon Eisner. Commençons par le début. Michael naît le 7 mars 1942 à Mount Kisco, dans l'État de New York, dans une famille juive plutôt aisée. Son arrière-grand-père vendait des uniformes aux Boy Scouts et à l'armée. Son père est un entrepreneur, sa mère vient d'une famille industrielle. Il grandit entre un appartement chic de Park Avenue et une maison de campagne. Il fréquente les meilleures écoles privées, Allen Stevenson, puis la Lawrenceville School. À l'université de Denison, il étudie la littérature anglaise et le théâtre. Il n'a pas encore l'animation Disney dans le sang. Il avouera plus tard n'avoir découvert Pinocchio qu'à l'âge adulte pour son fils. Après l'université en 1966, il entre chez ABC. Il commence tout bas, mais il grimpe très vite. Il devient responsable des programmes du samedi matin, puis de toute la programmation jeune et variété. C'est lui qui fait passer ABC de la 3e à la 1re place. Il lance et développe des hits comme Happy Days, Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Laverne et Shirley et toute une vague de séries qui cartonnent. En 1976, son mentor Barry Diller l'emmène chez Paramount Pictures. Là encore, le duo fait des étincelles. La fièvre du samedi soir, Grease, Les Aventuriers de l'âge perdu, Le flic de Beverly Hills. Sandy? Tell me about it, stud. Paramount devient le studio le plus rentable d'Hollywood. Mais en 1984, tout bascule. Disney est en pleine crise. Les actionnaires Sid Bass et Roy Disney cherchent un sauveur. Ils choisissent Eisner comme PDG et Frank Wells comme président. Le 22 septembre 1984, Michael Eisner entre officiellement chez Walt Disney Productions. Il rebaptise même la société The Walt Disney Company. Et là, il va tout révolutionner. D'abord, il crée Touchstone Pictures pour produire des films pour adultes. Splash avec Tom Hanks, Pretty Woman, Pretty woman,
il relance la machine animation. C'est la fameuse renaissance de Disney. En 1989, La Petite Sirène triomphe. Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sur la terre. Suivent La Belle et la Bête, premier film d'animation nommé aux Oscars, Aladdin et surtout Le Roi Lion en 1994, qui devient un des phénomènes planétaires. Pendant 10 ans, Disney sort presque un chef-d'œuvre animé par an. Pocahontas, Le Bossu Notre-Dame, Mulan, Tarzan. Les revenus explosent. Côté parc, il ouvre Disney MGM Studios en Floride, Euro Disneyland, aujourd'hui Disneyland Paris en 1992. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Il développe les hôtels, les bateaux de croisière, tout un empire de loisirs. En 1995, il achète ABC et Cap City pour 19 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de l'histoire du divertissement à l'époque. Il signe aussi avec Miramax et surtout conclut un partenariat historique avec Pixar en 1991. Partenariat qui donnera Toy Story, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, etc. Mais Eisner n'est pas seulement un visionnaire, il est aussi un manager exigeant. Certains diront micro-manager. Et c'est là que les ombres apparaissent. En 1994, Frank Wells meurt dans un accident d'hélicoptère. Jeffrey Katzenberg, le patron de l'animation qui a supervisé tous les succès, pense qu'il mérite le poste de président. Eisner refuse. Katzenberg claque la porte et cofonde DreamWorks avec Spielberg et Geffen. La guerre est déclarée. Katzenberg poursuivra même Disney en justice pour des bonus qu'il estimait dus. Puis arrive Michael Ovitz, l'agent le plus puissant d'Hollywood. Eisner le nomme président en 1995. 14 mois plus tard, c'est le fiasco. Ovitz est viré avec un parachute doré de plus de 140 millions de dollars. Un procès retentissant s'ensuit. Les actionnaires crient au scandale. Ajoutez à cela les tensions avec Roy Disney, le neveu de Walt, qui démissionne en 2003 en accusant Eisner d'avoir perdu l'âme de l'entreprise. En 2004, Comcast tente une OPA hostile. La pression monte. Le 30 septembre 2005, après 21 ans de pouvoir, Michael Eisner quitte Disney. Bob Iger lui succède. Est-ce une fin amère ? Un peu. Eisner n'a jamais été nommé Disney Legend, contrairement à beaucoup d'autres. Et pourtant, il a sauvé l'entreprise de la disparition et lui a donné sa plus grande période de croissance depuis Walt lui-même. Après Disney, il ne s'arrête pas. Il crée Tornant Company, une société d'investissement dans les médias. Il produit des séries animées pour adultes comme BoJack Horseman et Tuca et Bertie. Il écrit des livres, dont Camp, un ouvrage sur le leadership inspiré de son expérience de colonie de vacances, qui a eu une édition anniversaire en 2025. Il reste actif, donne des interviews, commente industrie. En 2026, il continue de dire qu'il regrette certains choix, comme l'acquisition de Miramax à cause du comportement de Harvey Weinstein, mais il assume aussi son style de management très impliqué. Alors, quel est l'héritage de Michael Eisner ? Pour les uns, c'est le sauveur, le showman qui a redonné à Disney sa magie et sa rentabilité. Pour les autres, c'est le corporatiste qui a parfois sacrifié la créativité sur l'autel des résultats. Mais une chose est sûre, sans lui, Disney ne serait pas le géant qu'il est aujourd'hui. Et Disneyland Paris n'existerait pas. Voilà, c'était l'histoire de Michael Eisner, un homme qui a transformé une entreprise en danger en une machine à rêve planétaire, tout en payant le prix d'une ambition sans limite.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, à vous abonner au podcast bien sûr, et si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires la prochaine fois, faites-le moi savoir. À très bientôt. Bye.